Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelle est leur activité, quel est leur parcours, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce que nous faisons, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Anomia, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Philippe Grousset. Philippe Grousset est avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre à Paris. Il est arrivé au sein de ce cabinet en 1985 et y est toujours aujourd'hui. Dans cet épisode, il vous parlera de son parcours, de l'évolution du cabinet d'avocats et surtout de son nouveau poste de directeur général à l'intérieur du cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Philippe Grousset. J'attire votre attention sur le fait que nous sortons une saison dédiée aux avocats collaborateurs de cabinets d'avocats. L'objectif de cette saison est de vous délivrer 4 webinars sur le développement concret de la clientèle pour les avocats collaborateurs. Je vous invite à aller en description de ce podcast pour vous renseigner sur cette saison. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Philippe Grousset, je suis ravi que vous me receviez dans votre cabinet d'avocat, le cabinet CMS Francis Lefebvre, situé 2 rue Ancel à Neuilly-sur-Seine. Bonjour Philippe Grousset. Bonjour Valentin. Alors ça fait très longtemps que je vous ai rencontré. Je vous ai rencontré pour la première fois lorsque vous organisiez, ou en tout cas que vous receviez au sein du cabinet, le collectif Droit comme un H pour parler de handicap au niveau du barreau de Paris. Et donc j'avais gardé votre contact et je vous ai rappelé à plusieurs reprises, mais vous êtes très occupé parce que vous êtes aujourd'hui le managing partner du cabinet CMS Francis Lefebvre, ou plutôt le directeur général du cabinet. Le directeur général. Directeur général. Membre d'un directoire composé de 4 personnes. Très clair. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat? Alors avant de devenir avocat, déjà je vais préciser un petit point. Comme vous pouvez le noter, j'ai pas mal de cheveux blancs. Donc avant de devenir avocat, moi j'étais conseil juridique et fiscal. puisque j'ai commencé ma carrière chez Francis Lefebvre en 1985. Alors pourquoi Francis Lefebvre en 1985 et pourquoi des études de droit? Une appétence naturelle, disons, plus vers les matières littéraires que les matières scientifiques. Donc je me suis naturellement orienté vers la fac de droit, et après je crois que c'est l'histoire de rencontres. Moi, j'ai 2 professeurs qui m'ont marqué. Dans un premier temps, à Nanterre, Guy Carcassonne, qui a confirmé que le droit était probablement ma matière. Et ensuite, j'ai fait le DJCE à Montpellier. Le professeur Jean-Marc Mousseron, qui était quand même une personnalité dans le monde du droit. Et ce passage au DJCE m'a permis de valider mon choix de m'orienter vers le conseil. DJCE de Montpellier, alors je ne sais pas si vous avez en tête l'histoire du DJCE, mais le DJCE, à la fin des années 60, au début des années 70, c'est un diplôme qui a donc été créé par Jean-Marc Mousseron et le professeur Pahussot, avec 2 cabinets d'avocats, Fidal et Francis Lefebvre, avec l'idée effectivement de faire intervenir les professionnels dans l'enseignement du droit et faire en sorte finalement que l'enseignement du droit se concrétise par une entrée dans la vie active. Donc un passage à Montpellier et là aussi des rencontres ou des opportunités, puisque les enseignants étaient soit des enseignants de Fidel, soit des enseignants de Francis Lefebvre, donc des rencontres avec des enseignants et finalement l'entrée ensuite chez Francis Lefebvre, avec un choix de manière très concrète. À Montpellier, je ne savais absolument pas si je souhaitais travailler à Paris ou en province, puisque je suis d'origine provinciale. Et j'ai été convaincu par le projet Francis Lefebvre qui m'a été présenté par un certain nombre d'associés qui étaient venus enseigner
à Montpellier, donc une entrée chez Francis Lefebvre en 1985, mais en qualité de conseiller juridique et fiscal. Très clair, donc directement le droit fiscal qui vous suit encore aujourd'hui. Ouais. Clairement, le droit fiscal et l'opportunité de rentrer chez Francis Lefebvre, qui reste, hein, j'en suis intimement convaincu, un cabinet dans lequel exercer une fonction, alors à l'époque de conseil ou d'avocat spécialisé en droit fiscal, était quand même une opportunité assez saisissante, et compte tenu de la place de Francis Lefebvre dans le monde de la fiscalité. Très clair. Donc vous arrivez finalement en 1985 au sein de ce cabinet. Qu'est-ce que vous voyez immédiatement en arrivant? Quelles sont vos fonctions? Qu'est-ce que vous faites de façon opérationnelle? À l'époque, parce que le modèle a évolué depuis, à l'époque, Francis Lefebvre, alors à dessein, je dis Francis Lefebvre, je ne dis pas CMS Francis Lefebvre, parce que CMS est arrivé un peu plus tard, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je devrais même dire le bureau Francis Lefebvre, hein, parce qu'à l'époque, c'était le bureau Francis Lefebvre. C'était un modèle qui reposait sur des équipes. Ce qui est important chez Francis Lefebvre, c'est la notion d'équipe, la notion de travail en commun, parce qu'on a des spécialités. Quand vous êtes fiscaliste, vous avez toujours au moins quelqu'un qui fait de la TVA, quelqu'un qui fait de la fiscalité directe, à l'époque qui faisait l'enregistrement. Donc il y avait cette notion de travail en équipe qui était importante. Et il y a l'équipe à laquelle vous apparteniez. Et dans le modèle 85, Lefebvre, c'était un associé, une équipe, 2-3 collaborateurs. Et donc ça crée des liens très très forts entre un collaborateur, un associé, pas de hiérarchie, une organisation très 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 horizontale, et donc un contact direct avec l'associé et un contact direct et très très rapide avec les clients. Ça peut effectivement un peu surprendre compte tenu de la qualité de nos clients, où objectivement on travaille quand même sur de très très grands groupes et de grands comptes, mais dès l'arrivée chez Francis Lefebvre, on était en contact avec les clients, on sortait très rapidement avec les clients. Moi je me souviens, je suis rentré fin 85, je me souviens qu'au mois de mars à l'époque, les campagnes de bilan, on était déjà directement en contact avec les clients, avec ou sans l'associé. En fait, il y avait une véritable autonomie, et c'était un point qui, moi, m'a un peu étonné à l'époque, effectivement, parce qu'on avait le sentiment qu'il fallait attendre quelques années avant d'avoir une relation directe avec les clients. Et en fait, c'était pas la réalité. La réalité, c'est on était directement en contact avec les clients, bien entendu, avec l'assistance de votre associé, et un des piliers également, mais on aura l'occasion d'en reparler, de Francis Lefebvre, c'est la doctrine fiscale, c'est le knowledge. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un accès direct et sans aucune limite aux associés responsables de la doctrine. Donc il y avait une relation avec le client et un environnement qui était malgré tout protecteur, parce que l'associé était directement en contact avec vous, et parce qu'on avait un accès direct également à la doctrine fiscale du cabinet. À l'époque, c'était Claude Gambier qui était le patron de la doctrine fiscale, et qui était quelqu'un effectivement dont la notoriété dans notre environnement n'avait pas besoin d'être comment dire, rappelée. Elle était naturelle. Très clair. Donc finalement, vous arrivez en 85, à partir de mars 86, vous êtes envoyé au feu, si je peux me permettre, bien sûr, avec votre associé derrière vous en cas de difficulté. Donc si on vous jette à l'eau pour vous apprendre à nager, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup chez Veiljourde, où derrière on met directement les collaborateurs en front, ou en tout cas on le faisait à l'époque. Donc moi j'aime beaucoup cette pédagogie-là. Qu'est-ce qui se passe dans les années qui vont suivre? Comment vous montez en compétences, ou en tout cas en responsabilité à l'intérieur du cabinet? C'est-à-dire que c'est pas une montée en compétences à l'intérieur du cabinet, c'est une montée en compétences à l'intérieur de l'équipe. Au fil de l'apprentissage, en fait, je crois que la question essentielle, c'est celle de l'autonomie que l'on acquiert dans la gestion des dossiers. Je le rappelais, pas d'hiérarchie au sein du cabinet. Il n'y a pas
il n'y avait pas à l'époque, et même aujourd'hui, objectivement, c'est pas quelque chose sur lequel on capitalise. Il n'y avait pas les notions de junior, de senior. Bon, il y avait, vous êtes collaborateur du cabinet. À un moment donné, il y avait une étape très très importante, c'était la délégation de signature. C'est-à-dire que pendant les 5-6 premières années, effectivement, les courriers n'étaient pas signés seuls, ils étaient signés avec un associé. Au terme d'une période d'apprentissage et puis de confirmation des qualités, vous obteniez la signature. Alors c'est un truc qui prête également à sourire aujourd'hui, mais c'était hyper important, Oui, bien sûr. parce que quand on obtenait la signature, à l'époque, notre nom apparaissait sur le papier en tête. Donc pour un fiscaliste, avoir son nom sur le papier en tête, à l'époque du bureau Francis Lefebvre, c'était quand même une étape très très importante dans le développement de la carrière. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la fusion finalement des conseils juridiques et des avocats s'opère? Est-ce que vous voyez un changement fort de votre activité ou rien du tout? Tout se passe très bien pour le cabinet, il n'y a aucun changement qui s'opère? Alors, là aussi, c'est peut-être un peu difficile de raisonner au niveau du cabinet parce que ça dépend de la discipline dans laquelle vous exerciez. Nous, en tant que fiscalistes, de toute façon, on avait toujours les deux branches, les branches conseil et contentieux. Donc qu'on devienne avocat après avoir été conseil juridique ne changeait pas fondamentalement notre activité puisqu'on gérait déjà tout le contentieux. Il est clair qu'en tant qu'avocat, on a géré nos contentieux un peu différemment, notamment parce que compte tenu du fait qu'on était avocat, on n'avait pas besoin de mandat pour représenter nos clients. Mais au-delà de cet aspect assez formel, ça n'a pas changé grand-chose pour l'avocat qui était fiscaliste. Bien évidemment, ça a changé deux éléments essentiels. Alors, dans l'exercice de la profession, pour mes camarades qui n'étaient pas fiscalistes, mais qui étaient juristes, ça leur a ouvert un nouveau monde, et notamment le monde du contentieux. Et la fusion des professions a changé également la face de Francis Lefebvre, mais pas au niveau de l'exercice de l'activité, mais la fusion des professions a entraîné la sortie de la famille Francis Lefebvre, la famille Lefebvre, du capital du bureau Francis Lefebvre. Donc là, il y a un mouvement important qui s'opère. Le bureau Francis Lefebvre avait été créé en 1925, il était toujours détenu par la famille Francis Lefebvre, il était dirigé par un membre de la famille Lefebvre, et au moment de la fusion des professions, ce sont les avocats du cabinet qui ont pris leur destin en main. Donc là, il y a une évolution assez substantielle liée à la fusion des professions. Et alors, pourquoi finalement la famille Lefebvre quitte le capital? Est-ce qu'il y est contraint parce qu'il n'était pas avocat et que la détention capitalistique d'un cabinet ne peut pas être à plus de 25% par des non-avocats? Ou c'est une vraie volonté de leur part en se disant finalement la tournure que prennent les événements n'est pas la bonne et en termes d'investissement, il faut qu'on puisse s'en aller? Non, ça a été un crève-cœur pour la famille Lefebvre d'être obligée de sortir du capital du cabinet. Très clair. Voilà, c'est une obligation à l'époque. Depuis, les textes ont évolué et aujourd'hui, la question se poserait différemment. Mais à l'époque, c'était la nécessité absolue d'avoir un capital détenu par des avocats exerçant au sein de la structure. Donc, ce qui a entraîné effectivement la sortie de la famille. C'est vrai qu'un changement législatif ou réglementaire, je ne sais pas, mais qui s'opère comme ça, c'est dur. Ça va en limite à de l'expropriation par la loi. Oui, peut-être, oui. Non, mais ça a été véritablement, une étape, je pense, très très difficile pour la famille, notamment. Et là aussi, c'est un point quand on n'a pas l'occasion de discuter avec la famille Lefebvre, on ne le sait pas nécessairement, mais le cabinet représentait le joyau du groupe. Alors qu'on pourrait avoir une vision un peu différente en imaginant, quand on voit aujourd'hui ce qu'est le pôle édition Lefebvre-Sarru, que le pôle édition ou le pôle formation représentait les cartes maîtresses du groupe, mais je crois que ce n'était pas le cas, c'était vraiment le bureau qui représentait quelque chose. C'était le vaisseau amiral, comme peut l'être la boutique LVMH pour Bernard Arnault sur les Champs-Élysées. Oui, je pense. C'était la représentation de ce qu'était Lefebvre. C'était un cabinet de conseil avec un pôle d'édition et un pôle de formation. Très clair.
Du coup, je pense qu'il y a un changement fort parce qu'en réalité, quand une entreprise ou une entité perd son chef ou en tout cas perd sa structure, il doit y avoir des mouvements forts en interne, des gens qui ont envie de prendre la place finalement de ceux qui partent, un changement de culture potentiellement aussi avec le départ d'un associé fort et d'un associé historique. Comment ça se passe et comment c'est géré ça en interne? Est-ce que vous avez déjà la visibilité avec votre, entre guillemets, faible ancienneté au sein du cabinet au moment où ça se produit? Oui, parce qu'effectivement, il faut rappeler que ce sont des événements qui se produisent en 91, 92, que moi à l'époque, je n'étais pas encore associé, Ouais. mais effectivement, en tant que collaborateur du cabinet déjà depuis 5-6 ans, des questions se posaient naturellement. Il est clair que le bureau était dirigé par quelqu'un qui avait la légitimité historique, avec tout le poids de la famille, et qu'à ce moment-là, se pose la question de savoir quel va être l'avenir du cabinet euh, sans présence à la fois de la famille au capital ou au niveau des instances dirigeantes. Et donc se pose une question, qui va prendre les rênes en main à l'époque, mais il faudrait peut-être plus en discuter avec les associés qui étaient présents, parce que moi c'est ma vision de l'époque. Le choix qui a été opéré par les associés, ça a été de ne pas prendre directement en main les rênes du cabinet. Les associés ont confié le management du cabinet à un non-avocat, Robert Baconnier, pour faire cette période de transition, ou cette période d'apprentissage, en fait, finalement, des associés. Il fallait qu'ils s'imaginent être en situation de pouvoir diriger le cabinet. Donc il y a eu une phase entre 90 et le début des années 2000 où le cabinet a été dirigé par un non-avocat. Et au début des années 2000, les associés ont là clairement pris leur destin en main, en jouant pleinement à la fois leur rôle d'associé et en choisissant au sein des associés des avocats susceptibles de diriger ce cabinet. Et vous, lorsque finalement il y a la fusion entre les conseillers juridiques et les avocats, vous, est-ce que vous devenez collaborateur libéral ou vous restez avocat salarié au sein du cabinet? Ça a été déconnecté. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, on est resté salarié. Et on a fait le choix d'un changement de statut à la fois au niveau des associés et des collaborateurs au milieu des années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tous les collaborateurs du cabinet sont en contrat de collaboration et les associés ont renoncé à leur contrat de travail et sont devenus des TNS avec une ambiguïté, mais c'est pas l'objet de notre entretien. Je prendrai mon cours de fiscal je pourrais longuement vous parler du statut fiscal et social des associés et des difficultés que l'on a à l'heure actuelle, effectivement, sur le sujet, avec d'un côté une jurisprudence du Conseil d'État, de l'autre côté une doctrine administrative. Très clair. Donc, okay, clairement, quand on est passé avocat, on est resté tous, qu'on soit associés ou non associés, salariés du cabinet jusqu'au mi-temps des années 2000. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là-dedans par rapport à ce changement de statut. Ce qui m'embête un peu, mais ce qui est normal, c'est que vous n'étiez pas la même personne à la même époque à ce changement-là pour pouvoir comparer les choses de la même façon. Mais on va quand même essayer de le faire. Lorsque vous arrivez en 85, jusque dans les années 2000, finalement, les collaborateurs et les associés sont salariés de la structure. À partir des années 2000, on choisit de changer le statut des collaborateurs, on les recrute en libéraux et les associés a posteriori deviennent TNS. Est-ce que vous avez vu une différence de développement? Dans le premier cas, on était tous salariés, donc ça veut dire que quand on développe, on vient finalement faire grandir les rangs et les portefeuilles du cabinet d'avocats et on avance tous dans la même direction. Lorsque on fait venir des collaborateurs libéraux, on accepte de jouer le jeu de la collaboration, et je sais que c'est le cas au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, de permettre aux collaborateurs de développer. Est-ce que vous avez vu finalement un changement en termes de développement où d'un côté, côté collaborateurs libéraux, on joue sur une ambiguïté, je traite les clients du cabinet pour toucher ma rétrocession et en même temps, je vais développer ma clientèle. Et finalement, sur le premier aspect où on avait des collaborateurs salariés,
où là, finalement, ils traitaient les clients du cabinet d'avocats, mais en même temps, lorsqu'ils avaient l'opportunité d'apporter de la clientèle ou de ramener de la clientèle au cabinet, ils jouaient ce jeu-là. Très sincèrement, je pense qu'on peut. Je suis pas certain qu'on ait tous la même opinion sur le sujet. Moi, j'ai quand même l'impression, peut-être plus qu'une impression, mais quand même une conviction que ça a été assez neutre. Très clair. Ça n'a pas changé, me semble-t-il, fondamentalement, la perception que les collaborateurs pouvaient avoir de leur activité au sein du cabinet. On a beaucoup, on a imaginé que ce contrat de collaboration allait donner peut-être aux jeunes collaborateurs un esprit entrepreneurial plus marqué, mais je crois que l'engagement de toute façon des collaborateurs à l'égard du cabinet faisait qu'ils avaient déjà cet esprit, qu'ils avaient déjà cette volonté de se développer, cette volonté de démontrer qu'ils étaient capables de développer une clientèle qui était la clientèle du cabinet. Et je ne pense pas sincèrement que c'est entraîné des bouleversements significatifs au niveau de la gestion des collaborateurs et de l'activité du cabinet. Ah, c'est vrai que, alors du coup, dernière question par rapport à ça, et est-ce que ça a changé l'état d'esprit des associés? En se disant, en fait, aujourd'hui, je développe mon portefeuille client, je permets à mes collaborateurs salariés de travailler finalement sur ces dossiers. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous envoyait au feu au bout de 9 mois. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas chez CMS, je ne sais strictement rien, et je pense qu'il y a différentes réalités au sein du cabinet, mais pour le voir dans d'autres cabinets d'avocats, certains associés ont très très peur de laisser de la place aux collaborateurs, parce que la clientèle est extrêmement volage et volatile, et ils ont peur de se faire piquer cette clientèle. Est-ce qu'il y a des associés, ou est-ce que vous avez vu ces comportements-là changer par rapport à la délégation sur les opérations? Non, je crois pas, parce que, mais peut-être que je me berce d'illusions, mais je pense qu'on est quand même dans un cabinet avec une marque très très forte. On est dans un cabinet avec une marque très très forte et on a quand même tous ce sentiment, et c'est bien notre réalité, c'est notre concret. Et ce que l'on met en premier comme élément, enfin, le premier élément que l'on met face à un client, c'est la marque. Bien sûr. C'est toujours, de toute façon, c'est la marque et la doctrine. Alors après, on est convaincu ou pas, ou le client est convaincu ou pas. C'est clair qu'on a cette volonté naturelle de mettre en avant CMS Francis Lefebvre. C'est clair également, me semble-t-il, qu'il y a quand même eu, là aussi, dans les rapports avec nos clients, une modification du comportement. Je suis à peu près convaincu que jusqu'à la fin des années 90, ce qui importait, c'était Francis Lefebvre. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est un binôme. C'est Francis Lefebvre, ou CMS Francis Lefebvre, avec ce que ça représente en termes de doctrine, en termes de couverture internationale. Et il y a quand même au milieu un bonhomme qui est un associé ou qui est un collaborateur et qui sait créer ce lien. Qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est Francis Lefebvre ou est-ce que c'est le bonhomme? Je crois qu'objectivement, c'est un attelage et qu'il faut travailler ces deux aspects. Mais clairement, aujourd'hui, on voit que l'homme, que l'associé, que le collaborateur prend quand même une place de plus en plus importante dans la relation avec le client. Mais l'associé ne vient pas tout nu. Il vient avec une histoire, il vient avec une marque, il vient avec une doctrine. Et puis je crois également que ça dépend probablement du client. On sait très bien qu'il y a des clients pour lesquels ce qui importe le plus, c'est une signature. À la limite, peu importe que ce soit Philippe Grousset, X ou Y, qui soit l'avocat en charge. Et pour d'autres, en revanche, l'aspect humain prime. Et d'ailleurs, je dirais tant mieux. Parce que c'est quand même des métiers difficiles, des métiers qui sont usants. Si on n'avait pas de contrepartie en termes de relations humaines, c'est-à-dire que si la gestion du dossier était complètement désincarnée, il y a quand même une question qui se poserait. C'est bien de faire de la fiscalité, c'est un côté intellectuel sympathique, mais c'est pas ce qui fait le sel de la vie. C'est pas ce qui fait le sel de la vie non plus. Hein, ou c'est pas ce qui fait le quotidien. On ne vient pas tous les matins au bureau en disant je rentre chez France Lefebvre. Non, on vient tous les matins au bureau en disant je vais travailler sur des dossiers sympas et puis je vais rencontrer des gens que j'apprécie et avec qui je suis dans une relation de confiance. Très clair. Donc, vous rentrez finalement en 85 au sein du cabinet, la fusion s'opère, la famille Lefebvre
est contrainte de partir. De 90 à 2000, vous avez un non-avocat qui vient gérer finalement le cabinet. Et à partir de 2000, finalement, les associés du cabinet reprennent les choses en main et prennent leur management. Ouais. Vous, là-dedans, où est-ce que vous vous situez? À partir de quand vous devenez associé? Moi, je deviens associé en 97. Associé en 97, donc excusez-moi, je vous interromps. Allez-y. J'ai la responsabilité d'une équipe en 96, ou en d'autres termes, mon associé part à la retraite en 96 et je reprends l'équipe et je suis associé un an plus tard. Là aussi à l'époque, mais c'est quelque chose qui a depuis été modifié, on avait une notion de peut-être un peu administrative de chef de service avant de devenir associé. En fait, on faisait ses preuves dans le management de l'équipe, dans le management de la clientèle. Et si on réussissait, on devenait assez rapidement associé dans la foulée. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion de chef de service. C'est-à-dire qu'en fait, on appartient à une équipe, à un moment donné, on devient associé. Donc moi, je deviens associé en 97. Et c'est quoi votre projet? En 97 ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est une question qui est un peu difficile, parce que le projet en 97, vous devenez associé, vous vous dites, finalement, voilà, je suis arrivé au terme de ce que je souhaitais obtenir. Je suis devenu associé de Francis Offiam. Et mon projet à ce moment-là, c'est plus un projet statutaire, c'est un projet de développement d'équipe. En fait, moi, ce que j'ai fait dès le début, dès que je suis devenu associé, je me suis interrogé sur le modèle Francis Offiam, modèle que je décrivais quand j'y suis rentré, c'est-à-dire un associé, 2-3 collaborateurs. En fait, ce n'était pas totalement le cadre dans lequel moi je souhaitais évoluer. Donc très rapidement, j'ai créé une équipe avec un autre associé du cabinet. En taxe également? En taxe également. Un associé avec lequel j'ai des liens forts, puisqu'on était ensemble au DGCE de Montpellier. Donc effectivement, on se connaissait bien. Donc on a commencé à créer une équipe avec bicéphale, 2 associés et 4-5 collaborateurs, et avec toujours la volonté de faire grossir l'équipe, c'est-à-dire un peu de sortir du modèle traditionnel de Francis Lefebvre pour aller vers un autre modèle. Ça s'est concrétisé dans les années, je crois, 2002-2003. On a fait un regroupement de 3 équipes, on s'est retrouvé avec 5 associés. Et puis aujourd'hui, ça s'est traduit par une équipe avec 10 associés et 20 collaborateurs. Donc on a changé effectivement ce modèle. On a été, donc avec Richard Fossec, qui a été nommé associé en même temps que moi, un peu les initiateurs de ce mouvement, et ça correspondait au minimum de 2 aspirations. Le fait de se rendre compte que, alors même qu'on était spécialisé en matière de fiscalité directe, on n'allait plus couvrir tous les pans de la fiscalité directe. Il fallait nécessairement se spécialiser. Alors, au début, on s'est spécialisé. C'est pas d'ailleurs, c'est impropre quand j'emploie le terme spécialisation. C'est plutôt une notion dominante. Il y avait la fiscalité patrimoniale, la fiscalité corporate, le contentieux. Ça, c'était les trois dominantes. Et puis, au fil du temps, en faisant grandir notre équipe, en se regroupant avec d'autres associés, on a été plus loin dans ces dominantes. Et je crois que c'était effectivement la volonté d'avoir le sentiment qu'on allait mieux répondre aux clients, aux exigences des clients, quand même, qui évoluaient entre 85 et 2000. Hein, il y a quand même une évolution des demandes des clients. On avait l'impression qu'on était plus efficace, qu'on était plus proche des attentes des clients. Donc ça, c'était le premier point. Puis le deuxième point, il ne faut pas se voiler la face. En faisant grossir les équipes, en se mettant à plusieurs associés, en fait, on amortit en termes de chiffre d'affaires les contre-coups de notre activité, parce que c'est une activité où, objectivement, quand vous faites du contentieux, vous gagnez, vous perdez, donc le chiffre d'affaires n'est pas le même. En conseil, vous participez à une acquisition, il y a des contrôles fiscaux dans les entreprises, donc le chiffre d'affaires, quand même, n'est pas linéaire, il est assez fluctuant. Et donc le fait d'être plusieurs permet d'avoir un peu plus de visibilité sur le chiffre. Et in fine, malgré tout, même si on n'en parle jamais, on travaille tous pour gagner notre
on se donnait un peu de confort sur cet aspect et on était, me semble-t-il, plus proche des attentes des clients en ayant des dominantes. Très clair. Donc, vous choisissez finalement, alors d'abord pour dominante, et du coup, je vais utiliser quand même le terme, de vous spécialiser sur des domaines du droit du coup restreint. On n'est plus avocat en droit fiscal dans un premier temps, on est avocat en corpo, enfin en taxe corpo, en taxe patrimoniale et en fiscalité, en fiscalité indirecte, c'est ça, en TVA? Non, non, il y a toujours les trois, enfin il y a toujours, à Contentieux, pardon. minima, chez Lefebvre, il y a toujours des spécialistes de TVA. Ouais. Ça reste un point fort du cabinet qui peut toujours paraître un peu étonnant en se disant, mais quand on ne connaît pas la matière, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait des gens qui ne fassent que de la TVA. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a encore 50 avocats qui ne font que de la TVA. Avec des stars dans le domaine, notamment Elisabeth Ashworth, voilà. qui est connue comme le loup blanc. Et objectivement, cette spécialité TVA a été reprise par la plupart des autres cabinets parce que c'est un domaine bien spécifique du droit. Nous, en fiscalité directe, on est toujours fiscaliste, mais effectivement, avec des dominantes. Et pour ce qui me concerne, moi, j'ai très vite abandonné la fiscalité patrimoniale pour me consacrer à la fiscalité corporate et à la gestion des grands comptes, et avec deux volets principaux, les restructurations et l'intégration fiscale. Mais ça aussi, d'une part, ça correspond à un choix par rapport à l'intérêt que l'on peut avoir pour une matière plutôt qu'une autre. Et puis il y a un deuxième élément, les relations entre un client personne physique et un directeur fiscal d'un groupe sont pas du tout les mêmes. Peut-être que ça correspondait plus à mon tempérament de parler à des directeurs fiscaux qu'à des personnes physiques pour lesquelles la problématique de la fiscalité est quelque chose de très personnel. Moi, j'étais plus à l'aise avec les directeurs fiscaux des groupes. Donc je comprends bien la spécialisation par expertise juridique et la spécialisation par secteur d'activité. Est-ce que vous y avez déjà songé? Est-ce que vous l'avez déjà mis en avant? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres pilotes, comme celui que vous aviez fait finalement en 97 avec concrétisation en 2002, sur finalement une équipe qui va grossir pour finalement quitter ce modèle d'un associé 3 collaborateurs? Est-ce que certains associés ont essayé une spécialisation par secteur d'activité? Là aussi, je ferai une différence selon les disciplines du cabinet. Il est clair que sur le plan juridique, enfin, tous mes camarades qui font du droit des contrats ou du corporate se spécialisent par secteur d'activité. Il y a le secteur de l'énergie, IT, beaux commerciaux, enfin que sais-je, etc. Donc là, il y a cette déclinaison par secteur d'activité dans le domaine juridique et corporate. En fiscal, il n'y a jamais eu de vraie décision prise en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas organisé le cabinet autour d'équipes fiscales qui seraient spécialisées dans tel secteur d'activité. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'ayant fait grandir toutes nos équipes, parce qu'on n'a pas été les seuls, ou du moins je n'ai pas été le seul à bien entendu me retrouver dans cette situation. Aujourd'hui, il y a 7 équipes ou 8 équipes, je ne sais plus, en fiscal au sein du cabinet, et la plupart sont composées entre 5 et 10 associés et 20 ou 30 collaborateurs. C'est bien la réalité de notre cabinet aujourd'hui. Et à l'intérieur de ces équipes, il est clair que certains vont là aussi adopter une dominante immobilier, qui reste un vrai secteur d'activité en fiscalité, private equity, corporate, mais c'est pas quelque chose que, enfin, je veux dire, c'est pas une organisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans un sens où on donnerait comme objectif d'avoir une équipe de fiscalité immobilière, une équipe de fiscalité prestation de services, enfin services, industrie, banque, finance. C'est plutôt là aussi on laisse aux équipes le choix de s'organiser comme elles le souhaitent, avec simplement comme objectif d'essayer de mieux répondre aux attentes de nos clients. Et imaginez, je suis avocat associé en droit fiscal au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Moi, je dis ok, bon, la spécialisation par expertise, elle me convient bien, mais j'aimerais aller plus loin que ça. J'aimerais avoir une spécialisation par secteur d'activité, mais non pas secteur d'activité juridique,
comme on les voit aujourd'hui, corpo, IT, etc., mais secteurs d'activité économique, en identifiant immédiatement ma cible. En disant, voilà, moi, je suis l'avocat associé en droit fiscal au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, qui ne représente que les sociétés dont la détention capitalistique majoritaire est détenue par une famille. Est-ce que je pourrais avoir ce positionnement-là au sein de votre cabinet? Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'organisation de Francis Lefebvre, c'est que les équipes sont totalement autonomes. Très clair. C'est-à-dire que tout ce qui touche à l'organisation du travail, à la cible, à la gestion des ressources humaines, est laissé à la disposition des associés de chaque équipe. Là, c'est le premier point. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un souhait, un collaborateur ou un associé a un souhait particulier, en règle générale, on laisse faire, à partir du moment où on n'entre pas en, j'allais dire en concurrence, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en conflit avec d'autres équipes du cabinet. Donc si un jeune collaborateur veut venir dire « moi je veux me spécialiser dans tel domaine », pour reprendre votre exemple, je pense que si simplement le BP fonctionne, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, s'il y a une adéquation entre ses capacités à faire du chiffre d'affaires et sa rémunération, son associé y trouvera un intérêt et le cabinet y trouvera un intérêt. Là où il y a une barrière qui est infranchissable dans notre organisation, c'est que, bien entendu, si l'associé ou le collaborateur entend mettre en avant cette spécificité, il travaillera toujours avec les clients qu'il aura réussi à développer dans ce domaine, mais il ne travaillera pas avec les autres clients des autres équipes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de transfert de portefeuille d'une équipe vers une autre équipe. Donc c'est la limite. Si le projet a du sens sur le plan économique, et donc si nous y avons un intérêt en tant qu'associé du cabinet, on laissera faire. Non seulement on laissera faire, et puis peut-être que tirant les fruits de cette expérience, on en fera peut-être la promotion ultérieurement. Très clair, ok, j'entends. Donc finalement, vous devenez associé en 97, vous avez ce beau développement, une volonté aussi de changement. Aujourd'hui, vous avez un poste d'associé, certes, mais vous avez également un mandat social au sein du cabinet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment c'est venu, à quel moment vous l'avez obtenu, et pourquoi ce changement dans votre carrière? Alors, je crois que c'est l'intérêt que l'on peut marquer pour le développement d'un cabinet, l'attachement que l'on a vis-à-vis de ce cabinet, et puis peut-être une volonté de défendre le collectif et l'intérêt général, qui fait qu'à un moment donné, vous vous posez la question de savoir si vous n'allez pas vous engager dans des fonctions qui ne sont plus celles d'avocat. On en reparlera, mais c'est quand même, me semble-t-il, une des difficultés de l'exercice. Moi, j'ai très vite, en qualité peut-être même de collaborateur et puis d'associé, participé à un ensemble de commissions, de groupes de réflexion au sein du cabinet. Donc j'avais en fait cette volonté de participer, pas simplement au développement de mon équipe, mais également au développement des activités du cabinet de façon plus globale. Je crois, aux alentours des années 2003-2004, j'étais membre du conseil de surveillance du cabinet. J'y suis resté, je crois, j'ai dû faire 2 mandats en tant que membre du conseil de surveillance. Et puis, à un moment donné, effectivement, s'est posé la question du passage au directoire du cabinet, parce qu'en fait, le cabinet est organisé avec un conseil de surveillance et un directoire. Et donc, moi, je suis rentré au directoire en 2015. Et donc, depuis, mon mandat a été renouvelé. Ça vous amène jusqu'en 2025? Ça m'amène jusqu'en 2024. Donc, excusez-moi, donc je suis rentré en 2016 et mon mandat actuel s'achève le 30 juin 2024. Avec, comme je l'évoquais, effectivement, une question qui est importante, c'est que ce choix de passer
toi, avec en plus le mandat social et donc le titre de DG, fait qu'il y a une vraie réorientation de la carrière professionnelle. Parce que dans un ensemble comme le nôtre, c'est-à-dire en fait si vous gérez un cabinet qui fait 200 millions de chiffre d'affaires, qui a une filiale à Lyon, qui a une filiale à Casa, qui a une filiale à Alger, qui en plus a les problématiques du réseau CMS, pratiquement 500 collaborateurs, ça devient une fonction à plein temps. Donc c'est quand même un choix important, ou du moins moi je l'ai toujours vécu comme ça, c'est-à-dire que j'ai considéré qu'à partir du moment où je m'engageais vis-à-vis de mes associés, ma priorité devenait le cabinet et non plus mes clients. Et une fois que j'ai dit ça, je me suis dit, si ta priorité, ce ne sont plus tes clients, mais c'est le cabinet, il faut impérativement que tu transmettes très très vite tes clients, parce que et c'est normal, un client ne peut pas accepter de ne pas être la priorité de son avocat. Donc le choix s'est très vite dessiné. Moi, j'ai transmis tous mes clients ou aux associés ou aux collaborateurs de mon équipe. Et donc maintenant, moi, je suis exclusivement sur le management du cabinet. Et ça, dès 2016? Disons progressivement. D'accord. Alors, pour être totalement transparent, jusqu'au 19 mars 2020, c'est-à-dire premier confinement, j'ai réussi à maintenir à la fois une activité d'avocat auprès des 2 plus gros clients historiques que j'ai gérés et mon activité au sein du directoire en qualité de DG. Mars 2020... on a compris qu'on ne pouvait pas être avocat et directeur général d'une boîte comme CMS. Confinement, le lundi, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais payer? Comment je vais payer? C'est un peu excessif comme terme. Comment nous allons... Comment nous allons payer nos collaborateurs? Comment nous allons payer notre loyer? Donc, 3 mois de, permettez-moi l'expression, de galère. Bien sûr. Assez difficile à gérer. Donc là, immédiatement, les 2 groupes que je suivais, je les ai très très rapidement transmis à mes associés. Et je me suis consacré pendant 3 mois à l'ensemble des problématiques que vous pouvez imaginer. Et depuis, voilà, la transmission avait été faite. Je n'allais pas réapparaître en disant, voilà, les problèmes de crise sont plus ou moins, non pas réglés, mais sous contrôle, donc je reviens. Non, une fois que les dossiers sont transmis, je crois qu'il est sage. Et puis j'ai quand même, puisque je vous rappelle, je suis rentré en 85, donc je vous laisse imaginer mon âge, donc moi j'ai 62 ans, donc de toute façon, ça m'a amené finalement à anticiper de 2 ou 3 ans une transmission qui de toute façon était naturelle. Mais depuis mars 2020, effectivement, 100% sur le directoire. Mais il faut quand même une certaine forme de courage parce que la majorité des managing partners que je connais aujourd'hui conservent leur activité d'avocat au sein des cabinets. Il est très très rare que finalement des cabinets fassent ce choix-là pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, si votre mandat finit et qu'on ne vous renouvelle pas, vos clients sont partis. Donc en réalité, vous êtes assez visionnaire sur cette question-là et vous avez vraiment pris votre courage à deux mains en disant en fait voilà, ma priorité c'est le cabinet, je vais me battre pour le cabinet et derrière je vais transmettre ma clientèle. Je connais très très peu d'avocats qui raisonnent de cette façon. Alors je ne sais pas si je suis visionnaire ou si c'est un problème de compétence, parce que peut-être que moi je salue mes camarades qui dirigent des cabinets d'avocats et qui sont capables d'avoir cette double activité. Moi je vous le dis de manière très, très transparente, très très humble. À un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible. Donc, j'ai fait ce choix-là. Mais ce choix-là, et ça pose une véritable interrogation, non pas pour CMS France le fait, mais je dirais pour l'ensemble des cabinets d'avocats. C'est effectivement, pour moi, ça reste un sujet, parce que ça nous amène à faire quoi? Peut-être à prendre des garçons comme moi, ou des avocats comme moi, pour pas genrer mes propos, qui sont... au terme de leur carrière professionnelle. Parce que le risque que vous évoquez, il est évident. Et je n'aurais pas pris ce risque... À 20 ans.
À 20 À ans, 40 ans. À 40 À 20 ans, je le prends. à 45 ans. Ouais. J'aurais pas pris ce risque à 45 ans, parce qu'effectivement, premièrement, je pense que si à 45 ans, vous imaginez pas 20 ou 25 ans au management d'un cabinet. Et donc se pose effectivement la question pertinente du passage dans les instances dirigeantes et du retour dans une équipe. Mais pour moi, c'est un vrai sujet de préoccupation, parce que je reste convaincu. En fait, les fonctions de dirigeant d'un cabinet d'avocats, c'est quoi? C'est essentiellement convaincre une collectivité de 115 associés de la pertinence des orientations qui sont proposées et chercher le consensus. C'est-à-dire qu'on n'impose pas de décision. Et de toute façon, toutes les décisions qu'on pourrait prendre, si elles n'étaient pas partagées, pas simplement par la majorité, mais par une très très grosse majorité des associés, on irait dans le mur. Donc il faut, c'est convaincre, rechercher et rechercher un consensus. Ça c'est les fonctions de dirigeant. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça pendant 20 ou 25 ans, c'est un peu compliqué. Mais là où je dis qu'il y a une problématique, c'est que j'imagine, alors je ne sais pas du tout si c'est la réalité, aujourd'hui nous on fonctionne avec un directoire à 4, certes avec une de nos associés qui est plus jeune que nous, mais on voit bien que, effectivement, dans cet attelage que constitue le directoire, avoir des associés qui sont plus jeunes que nous, qui ont des perspectives différentes, qui ont un vécu professionnel différent, on en tire quand même un bénéfice. Parce que comme on travaille sur le consensus, il est important que déjà, au niveau du directoire, on puisse essayer d'appréhender la réalité du corps social que représentent les associés. Et si on est tous dirigeants à 60 ans, il peut à un moment donné se poser une question d'un décalage entre la vision que vous avez et la vision de la centaine d'associés derrière vous qui sont d'une génération différente, qui travaillent sur des disciplines différentes, qui ont une relation à la clientèle qui est différente. Et donc c'est une vraie question, comment arriver à résoudre cette équation. Vous passez au directoire, vous abandonnez votre clientèle, quand comme moi vous êtes au terme de votre activité professionnelle, ce n'est pas un vrai sujet. En revanche, si vous êtes en plein développement, c'est en fait si vous avez entre 45 et 50 ans, où c'est là que se joue quand même l'essentiel de votre activité professionnelle, là il y a une vraie interrogation sur ce sujet-là. Je ne sais pas le résoudre. Très clair. Mais c'est des bonnes questions et c'est des bonnes réflexions, et c'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui les managing partners de cabinet, et si j'en cite quelques-uns, on prend François Cobb chez Darrois, il continue ses activités, on prend Karl Hebb de Sebelinge, il continue ses activités, on prend le COMEX de Gide, Nicolas Jean, Olivier Diaz, etc. Ils continuent leurs activités. On prend ceux de Fidal, parce que Fidal, finalement, c'est vos homologues, ils continuent aussi leurs activités d'avocat. Donc c'est vraiment chez Fidal, il continue vraiment. Ouais, je ne sais pas, c'est une interrogation parce que ça révèle mon ignorance. Il y en a qui continuent leur activité. Alors elle est plus dominante parce qu'ils gèrent quand même un certain nombre d'entités, mais avec beaucoup d'autonomie et de management, comment ils appellent ça, bref, peu importe. Mais en tout cas, ils ont beaucoup d'autonomie et oui, certains continuent leur activité aujourd'hui. Et donc ça, c'est une vraie question. Et donc aujourd'hui, on en discutait finalement avant le début de l'enregistrement. De 90 à 2000, on a eu un non-avocat en charge des fonctions de direction au sein du cabinet d'avocats. Pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'un non-avocat ne peut pas diriger un cabinet d'avocats? Donc, je ne sais pas si un non-avocat ne peut pas diriger. En tous les cas, je pense que l'exercice est terrible. Parce que, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on est dans la recherche d'un consensus. Je pense qu'avoir, entre guillemets, fait ses preuves en qualité d'avocat, ça permet quand même de discuter avec les associés, de partager quand même un certain nombre de leurs préoccupations, parce qu'on les a vécues. Un non-avocat ou un non-associé dirigeant, je pense que c'est un exercice très compliqué parce que
Parce qu'on est quand même des entreprises un peu atypiques, avec, pour ce qui nous concerne, nous, je crois, je ne sais plus si c'est 115 ou 117 associés aujourd'hui. Chaque associé, effectivement, développe et gère en toute autonomie son équipe au sein de la structure. Accepter qu'un non-avocat arrive à imposer des décisions, c'est, je crois, un exercice très complexe. Et étant observé justement qu'on n'impose pas de décision chez nous, qu'on les fait partager. Et je crois que aujourd'hui, enfin moi, si on devait me demander mon avis sur ce sujet-là, sur ce sujet, je ne recommanderais pas à quelqu'un qui serait chassé pour devenir dirigeant d'un cabinet d'avocats s'il vient du monde de l'entreprise. Il risquerait d'avoir un choc culturel très très important. La négociation non violente. Tous les matins, quand il prend l'ascenseur, il croise un associé et l'associé lui dit rappelle-toi que si tu l'as, c'est grâce à moi. Donc, je pense que les rapports de force doivent être difficiles à gérer. Et est-ce que vous pensez... Mais d'ailleurs, je pense qu'il y en a très peu. Enfin, vous qui avez une connaissance... Non, excusez-moi, c'est moi qui vous pose maintenant une question, mais vous qui avez une connaissance plus exhaustive que moi du monde des avocats... Il y en a très très peu. Les seuls managers non-avocats qu'on peut voir, qui ne sont pas des directeurs généraux, mais qui sont sous le joug d'un avocat, sous la direction d'un avocat, c'est chez Lexing avec Alain Bensoussan, qui est pas mal organisé de cette façon-là. On voit certains secrétaires généraux dans des cabinets d'avocats, mais qui ont beaucoup plus des postes opérationnels et administratifs qui suivent les directives de cabinets d'avocats, des avocats associés, pardon, ou du directoire ou du COMEX ou peu importe. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui de directeur général de cabinet en présence. À l'étranger, dans les gros cabinets américains et les gros cabinets anglais, on peut trouver des modèles différents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le territoire français, il n'en existe pas. Non, mais la question s'est posée chez nous, non pas au sein du directoire, mais effectivement, la question se pose de savoir si entre les directeurs de nos fonctions support. Parce qu'en fait, le cabinet, il y a un DSI, un directeur de la communication, un DRH et une DAF. Et ces 4 directeurs de fonctions support sont en relation directe avec le directoire. Donc effectivement, la question peut se poser à un moment donné, de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas intercaler entre le directoire et ces 4 directeurs une personne qui aurait effectivement un rôle de secrétaire général ou de DGA, qui gérerait au quotidien les sujets du cabinet, ce qui permettrait finalement de permettre aux membres du directoire, pour rebondir sur vos propos, d'avoir une activité opérationnelle, enfin d'avoir une activité en clientèle. C'est pas le choix que l'on a fait. Effectivement, on a une structure avec, donc je le rappelais, directoire, conseil de surveillance, un COMEX, où participent effectivement les 4 personnes que je viens d'évoquer et les membres du directoire. Dans la répartition des fonctions au sein du directoire, Pierre Thiel, donc, qui est notre président, et également chairman de CMS. Donc lui aussi est à temps plein à la fois sur CMS, Francis Lefebvre, et CMS. Moi, je suis à temps plein parce que je m'occupe également, finalement, je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, du quotidien. Voilà. S'il y a une fuite d'eau dans l'immeuble, on m'appelle. Très clair, donc vous êtes à chaque fois le décideur visionnaire et l'intendant fuite d'eau. Voilà. Et Laurent Marquet de Basto, qui est troisième membre du directoire avec un mandat également de DG, lui s'occupe principalement de tout le volet RH et communication du cabinet. Très clair. Et du coup, votre dernière associée plus jeune ? Et la plus jeune, Anne-Laure Villedieu, qui est associée responsable du pôle IT du cabinet. Elle n'a pas de mandat, et elle, en revanche, a une clientèle. C'est-à-dire qu'elle consacre, parce qu'elle n'est pas sur les problèmes quotidiens du cabinet. Elle a réussi, je l'en félicite, parce que pour moi c'est toujours
sujet d'interrogation, effectivement, à maintenir 50% en directoire, 50% en clientèle, mais parce qu'elle est dans une phase de sa carrière professionnelle qui est différente de la nôtre. L'ascension. Parce qu'elle a, je pense, on ne dit pas l'âge des femmes, Non. mais elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais si vous voulez mon point de vue, je partage le point. C'est qu'aujourd'hui, diriger une boîte de 600 personnes et en même temps passer 50% ou 80% sur de la clientèle ô combien chronophage que sont la clientèle de cabinet d'avocats, c'est strictement impossible. Ça signifie que on ne prend pas le job de managing partner, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment à la tête du cabinet d'avocats. C'est juste qu'en fait, on met en place les artifices pour que tout se passe bien, pour que les conseils d'administration, les COMEX, les directoires soient tenus. Mais derrière, on n'est pas là pour insuffler une vision profonde et un changement profond du cabinet. C'est pas possible. On ne peut pas avoir deux métiers. Non. Enfin, moi, je pose la question, mais je pense qu'on dit la même chose. Moi, je pose la question en termes de disponibilité. Bien sûr. Je ne me voyais pas dire à un client, je ne peux pas venir chez vous cet après-midi parce que j'ai une réunion avec mon intégrateur parce qu'on est en train de changer de RP. Je ne peux pas tenir ce discours. Soit je trahis la confiance de mes associés parce que je privilégie mon client, soit je trahis quand même ma fonction à l'égard de mon client parce que je ne peux pas être là. Et on sait que notre métier, vis-à-vis des clients, c'est de la disponibilité. Donc, très clair. Il y a un choix qui doit... En tous les cas, pour moi, c'était clair et c'est comme ça que j'ai raisonné. Non, mais je partage le raisonnement, en tout cas, j'en comprends toute la logique. Vous êtes arrivé en 1985 chez CMS, au bureau Francis Lefebvre, qui est devenu a posteriori CMS Francis Lefebvre. Aujourd'hui, on est en 2021, où vous avez changé de job, c'est-à-dire que vous n'êtes plus avocat, vous êtes directeur général d'un cabinet d'avocats, en qualité d'ancien avocat. Aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs ? Je crois que les principaux objectifs aujourd'hui du cabinet, par rapport en fait à 1985, il y a le volet, moi je suis rentré dans un cabinet franco-français, en 85 en plus, si on raisonne au niveau du fiscal, dans une situation quand même qui n'était pas la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 85, quand vous vouliez faire de la fiscalité, vous alliez chez Fidal, chez Lefebvre. Il y avait l'émergence des BIG, mais simplement depuis 4-5 ans. Donc il y avait une espèce de quasi, pas de monopole, mais il n'y avait quand même pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Aujourd'hui, en fiscalité, il y a un nombre d'acteurs que vous connaissez encore mieux que moi, mais il y a les BIG, il y a tous les lawyers qui ont tous développé, à la suite notamment d'Enron, des pratiques fiscales dans leur cabinet. Donc le marché c'est terriblement développé et l'offre de qualité s'est également terriblement développée. Donc on passe d'un marché national avec une situation où il y a peu d'acteurs à un marché international. C'est le premier point important, d'où CMS. C'est clair que CMS nous permet aujourd'hui d'avoir une réponse internationale. Donc ça, c'est le premier point du développement de Francis Lefebvre. Je pense que c'est quand même un élément important, effectivement, quand, je ne sais plus si c'était en 99 ou en 2000, on ne s'appelle plus, alors donc à l'époque Bureau Francis Lefebvre, mais CMS, Bureau Francis Lefebvre. Je veux dire, l'acronyme CMS est important puisque c'est effectivement la marque de notre développement à l'international. Donc le premier point, c'est l'international. Les deux points sur lesquels j'ai déjà insisté, la marque, continuer à entretenir finalement deux marques, CMS et Francis Lefebvre, la doctrine et le knowledge, c'est-à-dire que ça reste pour moi, mais c'est peut-être parce que je suis fiscaliste également, une spécificité très très forte de Lefebvre, ou de CMS Francis Lefebvre, le knowledge et doctrine, aujourd'hui, alors mais là aussi finalement c'est moi qui vais vous interroger parce que vous avez une vision
plus vaste que moi des cabinets d'avocats sur le marché. Aujourd'hui, la doctrine, c'est 30 personnes chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 5 associés, 25 avocats, qui sont exclusivement à notre service. C'est-à-dire pour lesquels on n'a strictement aucune exigence en termes de facturation. C'est la doctrine du cabinet, ils travaillent pour nous, ils écrivent et effectivement, ils entretiennent toutes nos plateformes. Donc ça reste un marqueur, me semble-t-il, très très important, différenciant sur le marché des avocats. Donc l'international, la marque, la doctrine, et après l'innovation. On consacre énormément d'énergie au développement de nouveaux outils de travail, que ce soit les portails, je ne sais pas tous les citer, mais je ne sais pas si vous avez regardé, mais des portails comme Downride, qui est une appli pour quand il y a des perquises en matière de concurrence. La dernière appli, Droit Social Plus, qui est non seulement orientée vers nos clients, mais vers l'ensemble des personnes intéressées, avec des flux d'actualité quotidiens en matière de droit social, d'autres applis, Contralto et Maygit, enfin un certain nombre d'applications. Que vous développez toutes en interne. Qui sont toutes développées en interne. Les applications, les plateformes, l'Explicit, Lawnor et un certain nombre d'autres, où tout le contenu doctrinal est proposé sur ces plateformes pour nos clients. Des projets, alors en partenariat ou pas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Loople. Loople, c'est une société qui développe un nouvel outil de travail pour les avocats, mais on travaille avec des Américains et un cabinet asiatique. Donc, comment créer un espace collaboratif par dossier pour les professions juridiques, des partenariats avec Lefebvre-Sarrut sur des outils comme e-compliance, un outil de compliance en matière de TVA. On a créé également un outil pour les notaires qui s'appelle Yara, qui est un outil qui permet de créer des clauses fiscales dans les transactions immobilières. Donc il y a tout ce volet innovation qui est important pour nous. Et en termes de PNL aujourd'hui, alors je sais que vous ne pouvez pas me donner de chiffres, etc., mais est-ce que ça commence à représenter une partie significative du PNL du cabinet d'avocats? C'est-à-dire, la question sous-jacente derrière ça, c'est est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pourrait aller vers un cabinet d'avocats dont les revenus majoritaires ne sont pas issus des honoraires tirés directement par un avocat, un tutu personné pour une affaire qu'il réalise, mais sur différents services proposés par ce cabinet, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient physiques, qu'ils soient en termes de tout ce que vous voulez, qui permettent finalement de faire gonfler le PNL? Je crois pas. Je crois pas parce que je pense qu'il faudrait distinguer entre les différents projets. Les plateformes, les applis que l'on crée, c'est un moyen d'entretenir la relation avec le client. Donc je pense pas qu'on puisse faire le partage après entre la source de revenus ou le chiffre d'affaires qui est tiré de la relation avec le client, sachant si le client est venu par l'appli ou s'il est venu par une relation. Donc ça, je ne pense pas. Après, tous les projets qu'on développe au travers de Loople, d'e-compliance, je pense que on ne fait pas ça pour créer une source de revenus. On fait ça d'abord pour acquérir de la notoriété, pour démontrer qu'on est, parce que peut-être parce qu'on a encore Francis dans notre raison sociale et dans notre nom. De temps en temps, on nous prend pour une maison un peu vieillotte. Hein, je le dis parce que je le sais bien, et même si ça me fait du mal, parce que je pense que c'est tout à fait le contraire. Mais bon, voilà, donc il est important qu'effectivement on arrive à démontrer au marché, aux jeunes, parce qu'il y a tout le volet des jeunes collaborateurs, qu'on est une maison agile, qu'on est une maison qui réfléchit et qu'on est prête à s'engager. Mais je ne pense pas qu'on cherche des sources de revenus alternatives. Qu'à un moment donné, on ait une opportunité, que ça nous permette effectivement de développer des sources de revenus, c'est une évidence.
mais l'objectif n'est pas de substituer à des honoraires qui correspondent à notre activité une autre source de revenus. Non, c'est pas le sujet. Donc plutôt faire de la vente additionnelle sur la clientèle existante, Voilà. ou en tout cas travailler sur la fidélisation de cette clientèle. Très clair, j'entends parfaitement. Maître, Philippe, je vous ai pris beaucoup de temps ce matin. J'offre toujours à mes invités un mot de la fin. Donc j'espère que vous avez écouté les podcasts pour pouvoir le préparer. Donc je vais parler volontairement longtemps. Ça peut être un mot de la fin pour vos clients, pour vos associés, pour vos collaborateurs, pour le bureau, pour la vision du cabinet d'avocat, pour votre femme, pour qui vous voulez. C'est votre mot de la fin. Donnez-le comme vous l'entendez. Non, moi, le mot de la fin, peut-être, c'est les défis à relever. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est dans un cabinet d'avocat comme CMS Francis Lefebvre, on a deux préoccupations. Et ces deux préoccupations, elles sont un peu tirées des événements qu'on vient de traverser avec la crise. C'est plus simplement se poser la question de savoir comment on attire des talents, et comment on attire des talents, et comment on les conserve au sein du cabinet, quelle perspective on peut donner à nos jeunes avocats. Pour moi, c'est le sujet crucial. Le sujet crucial aujourd'hui, c'est de dire la perspective, ce qui a fait que nous sommes bien sentis chez Francis Lefebvre, parce qu'on avait comme perspective de devenir associé, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc, comment travaillons-nous pour attirer, retenir? Parce que de toute façon, notre métier, c'est de l'humain. Donc, il faut absolument qu'on développe cette capacité à retenir nos jeunes talents au travers de la RSE, au travers du pro bono, au travers des valeurs du cabinet, au travers des engagements que le cabinet prend vis-à-vis de ses clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que nous ne sommes pas à l'aube d'une nouvelle relation également avec nos clients, compte tenu des éléments qu'on vient de traverser? Quelle est la relation qu'on va entretenir demain avec le client? Je crois qu'il y a des super sujets de réflexion. En d'autres termes, je crois que les clients n'attendent pas simplement aujourd'hui d'avoir un avocat compétent, ça c'est un prérequis, mais une offre de service adaptée à ses besoins, et qu'on arrive à se convaincre qu'on n'est pas simplement là pour répondre aux questions de nos clients, mais qu'on est là pour anticiper leurs demandes, et qu'ils sachent qu'on est présent, disponible, et qu'on est là pour les aider, mais avec une offre adaptée à leurs besoins. Ça, je crois que ce sera mes derniers mots. Client et talent. Voilà. Client-talent, parfait. Client-talent. Maître Philippe Grousset, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je trouve que l'entretien était très sympathique et c'est vrai que votre vision me plaît beaucoup. Je vous remercie, je vous souhaite d'atteindre vos objectifs et surtout de relever les prochains défis du cabinet et surtout toujours vous éclater dans ce que vous faites. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.